Bien, la séance est reprise. J'informe le Sénat qu'une candidature pour siéger au sein de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication a été publiée. Cette candidature sera ratifiée si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'1 heure prévu par notre règlement. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi visant à maintenir les barrages hydroélectriques dans le domaine public et à créer un service public des énergies renouvelables, proposition présentée par M. Guillaume Gontard et plusieurs de ses collègues. Demande du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires. Dans la discussion générale, la parole est à Guillaume Gontard, président du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, auteur de la proposition de loi. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Madame la Présidente de la Commission. Nous examinons ce jour la proposition de loi visant à maintenir les barrages hydroélectriques dans le domaine public et à créer un service public des énergies renouvelables. Ce texte, porté par le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est co-signé par des collègues de plusieurs groupes que je remercie chaleureusement pour leur engagement, traite d'un sujet majeur qui transcende les clivages. L'avenir de nos grands barrages est un enjeu crucial de souveraineté nationale, tant énergétique que dans la gestion de la ressource en eau, bien commun essentiel à la vie. Notre collègue Daniel Salmon y reviendra. Au-delà de la gestion des barrages, le pilotage du développement des énergies renouvelables dans notre pays est erratique, est à revoir de fond en comble. C'est avec une certaine émotion que le sénateur alpin que je suis vous présente ce texte ce matin. Ce sujet est au cœur de mes préoccupations et de mon engagement depuis le premier jour de mon mandat, débuté avec le combat, malheureusement perdu, pour préserver le savoir industriel de la fabrication de turbines à Grenoble, anciennement Nerpic, puis GE Hydro. Cette proposition de loi a pour premier objectif de maintenir nos 420 barrages hydroélectriques de plus de 4,5 MW au sein du domaine public. Alors que 150 d'entre eux ont vu ou verront leur contrat de concession arriver à terme d'ici fin 2022, ces barrages sont soumis à une obligation de mise en concurrence du fait de nos obligations européennes. Je précise tout de suite que nous proposons un amendement pour lever le trouble que notre rédaction initiale avait levé, s'agissant des installations de moins de 4,5 MW qui demeurent sous le régime d'autorisation et donc potentiellement exploitables par des acteurs privés. La PPL propose la mise en place d'une exploitation en quasi-régie. C'était d'ailleurs le modèle choisi par le gouvernement dans son projet EDF Azur, pour une bonne et simple raison, c'est le seul qui garantisse une gestion publique tout en respectant le droit européen. La seule solution. Cela a d'ailleurs été confirmé par la Direction générale au marché intérieur de la Commission européenne, sollicitée notamment par l'eurodéputé Yannick Jadot et le syndicat Sud Énergie, et confirmée par la DG à la concurrence, à l'eurodéputé Michel Rivasi, accompagné de l'ensemble des syndicats d'EDF. Nous nous étonnons quelque peu de ne pas tous nous retrouver sur ce dispositif, alors que nous sommes tous contre la mise en concurrence de nos barrages. Cette étape est pourtant indispensable, que l'on plaide ou non pour un service 100% public de l'énergie. D'autant que nous avons entendu les inquiétudes de la Commission et que nous spécifions par amendement que ce système de quasi-régie ne s'appliquerait, bien entendu, qu'au terme des concessions en cours. La mise en place de ce régime ne se fera donc qu'à l'issue de chaque concession et prévoira évidemment un accompagnement des salariés. Alors, chers collègues, Madame la Ministre, je vous invite à nous exposer les autres solutions que nous aurions occultées et qui justifieraient qu'on ne vote pas le présent texte. Barbara Pompili évoquait d'ailleurs, en début d'année, la nécessité d'élaborer un plan B en cas d'échec du contesté projet Hercule. Madame la Ministre, pouvez-vous nous en dire plus ? D'autant que cette proposition de loi n'est qu'une première étape pour empêcher la mise en concurrence. Elle n'a pas pour objet de lier les mains du prochain président de la République.
S'agissant de la forme d'exploitation, elle n'a pas pour objet non plus de court-circuiter les collectivités ou les organisations syndicales. Elle pose un principe clair et intangible sur lequel il me semble que nous étions à peu près toutes et tous d'accord: les barrages doivent demeurer dans le giron public. Disons-le nettement, la période qui court depuis la première mise en demeure en 2015 et qui continue à courir avec l'abandon du projet Hercule ne peut plus durer. L'absence de visibilité pénalise tant les acteurs économiques que les salariés, les usagers, les populations en aval des barrages et la réussite de la transition énergétique. Elle se traduit par une gestion dégradée de l'ensemble des barrages, avec les risques de sûreté et de retard d'investissement que cela induit. L'article 1 de cette proposition de loi ambitionne donc de mettre un terme à cette incertitude, de donner de la visibilité aux acteurs et d'engager toutes les forces politiques à quelques mois d'une échéance électorale capitale s'agissant de l'avenir énergétique de notre pays. Tel est le sens de notre démarche. L'article 2 propose plus largement notre vision du pilotage de la transition énergétique dans notre pays. Alors que l'incertitude continue de peser sur l'avenir d'EDF, alors que la question de nos centrales nucléaires en fin de vie se pose avec toujours plus de force, la question énergétique sera au cœur du débat de l'élection présidentielle. Ce défi est immense. Se joue à la fois la lutte contre le changement climatique, notre souveraineté énergétique, notre souveraineté industrielle et l'accès à une électricité verte et abordable pour l'ensemble de nos compatriotes. Aujourd'hui, le développement des énergies renouvelables n'est pas satisfaisant. Nous sommes en dessous de la moyenne européenne en part d'énergie renouvelable dans la consommation finale. Nous sommes très loin de l'Allemagne en puissance installée. Nous n'avons pas réussi à bâtir les filières industrielles souveraines. Nous avons largement laissé au privé le soin de développer les ENR avec des fortunes diverses. Avec peu de régulation, peu de contrôle et avec une acceptation de plus en plus problématique par les populations. Je pense notamment à l'éolien ou encore à la méthanisation. À titre d'exemple, j'évoquerai la filière solaire qui me tient à cœur. Avec 11,6 TWh par an, la France ne produit que 2,2% de son électricité grâce à cette énergie solaire, loin de nos voisins européens. Pour rattraper ce retard, le gouvernement vient d'annoncer 18 milliards d'euros d'appel d'offres pour équiper le pays en panneaux solaires. C'est bien sûr une bonne chose, mais faute d'accompagner la filière industrielle française, nous allons encore essentiellement nous équiper en Chine. Nous allons acheter des panneaux bas de gamme avec un bilan carbone déplorable, fabriqués dans des conditions sociales et humaines inacceptables. Pendant ce temps, on ne trouve pas de débouchés pour les rares entreprises fabriquant intégralement des panneaux en France. Je pense par exemple à Photowatt en Isère. EDF ne souhaite pas conserver sa filiale et achète l'essentiel de ses panneaux solaires en Chine, un comble. Tout cela illustre les incohérences totales de notre politique énergétique. Tout cela témoigne de l'absence totale de stratégie industrielle du gouvernement, comme d'ailleurs de ses prédécesseurs. Cela est vrai dans tous les secteurs. Mais en matière de développement des énergies renouvelables, ce n'est plus tenable. Il nous reste à peine 10 ans pour réussir la transition énergétique. Pour rattraper ce retard, pour corriger ces erreurs, pour favoriser l'acceptation des énergies renouvelables par la population, il est plus que temps de créer un service public des énergies renouvelables, un grand acteur public qui aura pour mission à la fois d'organiser la transition énergétique et d'atteindre nos objectifs de déploiement des énergies renouvelables, d'assurer, vous l'aurez compris, la gestion des installations stratégiques et notamment des gros barrages hydroélectriques que nous garderons dans le domaine public, de planifier, de coordonner, de réguler le déploiement des ENR sur l'ensemble du territoire, d'assurer la souveraineté énergétique du pays, d'assurer l'approvisionnement en matières premières stratégiques, je pense par exemple au silicium, de contribuer au développement et à la structuration des filières industrielles, de renforcer la recherche et le développement, de garantir, bien sûr sous conditions, les investissements les plus lourds des entreprises, d'accompagner les porteurs de projets publics et privés, d'encourager l'appropriation citoyenne et la création de communautés énergétiques locales, d'assurer un prix égal et abordable de l'électricité à tous nos concitoyens où qu'ils habitent. Tout cela, naturellement, en respectant des objectifs d'efficacité et de sobriété énergétique, évidemment incompatibles avec une activité exclusivement privée. Seul un service public est compatible avec une nécessité politique de réduction de notre consommation électrique et énergétique.
Aucune entreprise privée n'est viable avec cet objectif de sobriété. Voilà le sens de ce service public des énergies renouvelables. Il ne s'agit pas ici de se substituer totalement au privé. Il s'agit d'assurer un pilotage public, une fonction motrice, un encadrement. Nous ne réussirons jamais la transition énergétique si la puissance publique ne remplit pas son rôle fondamental de locomotive. Force est de constater que, tout à sa stratégie nucléaire et à sa logique libérale, elle ne l'assume pas aujourd'hui. Cette planification est indispensable et considérer le droit existant comme suffisant est curieux. Mes chers collègues, vous êtes les premiers à vous insurger contre le développement parfois quelque peu anarchique de l'éolien. Entendez qu'avec une coordination et une régulation publique, ce problème n'existerait pas. Enfin, si nous sommes attachés au développement local et citoyen des énergies renouvelables, nous considérons qu'il ne doit pas entamer la solidarité nationale, s'agissant tout à la fois de la contribution à l'entretien et au développement des réseaux, ainsi que de la péréquation tarifaire. Tous les territoires ne sont pas dotés des mêmes ressources énergétiques, mais il est pourtant indispensable que chaque Française et chaque Français paie son électricité au même prix partout sur le territoire national. Voilà, mes chers collègues, le sens de cette proposition de loi qui remplit des objectifs dans lesquels tout un chacun devrait se retrouver, tout en conservant assez de souplesse dans son exécution. C'est donc très naturellement que j'invite le Sénat à voter très largement ce texte. Merci. Merci, cher collègue. La parole est tout de suite à Patrick Chauvet, rapporteur de la Commission des affaires économiques. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, aux côtés de l'énergie nucléaire, les énergies renouvelables sont un ressort essentiel de la décarbonation de notre économie. Elles représentent déjà 25% de notre mix électrique. Parmi elles, l'hydroélectricité procure 1/10 de notre production d'électricité, dont la moitié de celle renouvelable. C'est une énergie ancienne, nos concessions hydroélectriques ayant été instituées dans les années 1920 et complétées dans les années 1950. C'est une énergie actuelle, porteuse d'externalités positives. Or, le renouvellement de nos concessions est l'objet d'un contentieux avec la Commission européenne, ranimé par 2 mises en demeure en 2015 et 2019. Sur 400 concessions, 300 sont exploitées par EDF et 100 par ses concurrents. Par ailleurs, 40 concessions échues ont été placées sous le régime des délais glissants. La Commission des affaires économiques est très attentive à cette situation. Tout d'abord, nous avons constitué un groupe de travail sur les réformes du marché de l'électricité. Par ailleurs, nous avons fait adopter une proposition de loi sur l'hydroélectricité. Son contenu a largement abouti via des amendements au projet de loi climat-résilience. Ainsi, l'obligation de maintenir notre souveraineté énergétique a été reconnue. En outre, les concessions ont été intégrées à la loi quinquennale sur l'énergie ainsi qu'au rapport annuel sur le budget vert. Plus concrètement, les maires et les présidents de groupements de communes seront informés en amont de toute évolution des concessions. Ils pourront participer plus systématiquement au comité de suivi des concessions et constituer plus simplement des sociétés d'économie mixte hydroélectrique. Enfin, une proposition de résolution complémentaire a été déposée. Elle demande au gouvernement de préserver notre modèle concessif dans les négociations européennes. C'est donc avec un réel intérêt que notre commission a examiné la présente proposition de loi. Son article 1er applique aux concessions hydroélectriques la quasi-régie, exception européenne aux règles de concurrence. Son article 2 fixe à l'État l'objectif de créer un service public des énergies renouvelables. Malgré son intérêt, ce texte pose 3 lourdes difficultés. La première est une difficulté de principe. Offrir une solution pérenne aux concessions nécessiterait de trouver un accord préalable avec la Commission européenne. Cette solution pérenne s'inscrirait plutôt dans un projet global, car le devenir des concessions, la réorganisation d'EDF et la régulation du nucléaire sont liés. Adopter le dispositif proposé, unilatéral et parcellaire, car non négocié en amont, n'éteindrait donc pas le contentieux. La deuxième est une difficulté de méthode. Dans le cadre de mes travaux, j'ai auditionné l'ensemble des interlocuteurs.
EDF, Engie, les autres énergéticiens, les syndicats, le gouvernement, presque tous sont opposés au texte. L'article 1er est jugé peu opérant, l'article 2 peu novateur. La troisième est une difficulté de fond. S'agissant de l'article 1er, il n'est pas opportun. Tout d'abord, il n'est pas utile, car la quasi-régie existe déjà dans le Code de la commande publique. D'autre part, l'article abroge deux bases légales, celle distinguant le régime des concessions de celui des autorisations, créant un flou sur le régime applicable à nos 2100 installations autorisées et à nos 400 installations concédées. Celle des SEM, qui constitue une faculté pour nos collectivités territoriales de participer au capital des concessions. La première abrogation est contradictoire avec l'objectif poursuivi, car la mise en œuvre d'une quasi-régie s'appuierait sans s'y substituer sur le régime des concessions. La seconde abrogation est prématurée, car nos élus locaux n'ont pas été consultés sur l'opportunité de supprimer les SEM locales au profit d'une quasi-régie nationale. Plus substantiellement, l'article présente plusieurs problèmes. En premier lieu, le périmètre du dispositif de quasi-régie engloberait l'ensemble des concessions, d'EDF comme de ses concurrents. C'est bien au-delà du schéma envisagé par le projet Hercule, devenu Grand EDF, qui visait à sécuriser les concessions d'EDF. Cela serait totalement inédit. Ni la loi sur l'énergie hydraulique de 1919, ni celle sur la nationalisation de l'électricité de 1946 n'ont placé l'ensemble des concessions sous un timbre public. En second lieu, les modalités juridiques de la quasi-régie sont imprécises. D'autre part, aucune condition de création ou d'organisation n'est indiquée, ce qui ne permet pas d'apprécier sa constitutionnalité et sa conventionnalité. D'autre part, les différents cas de figure ne sont pas prévus, selon que les concessions sont échues ou non, nationales ou transfrontalières, détenues par EDF ou ses concurrents. Du jour au lendemain, la quasi-régie s'appliquerait donc à toutes les concessions, rendant caduques les 360 d'entre elles non échues. En dernier lieu, les conséquences financières de la quasi-régie sont omises. Pour le gouvernement, le coût d'un dispositif complet serait en réalité de plusieurs milliards d'euros. En effet, le respect des critères de la quasi-régie nécessiterait des mouvements capitalistiques. Par ailleurs, les titulaires des anciennes concessions pourraient prétendre à une indemnisation compte tenu de la rupture des contrats et du transfert des biens. Enfin, les salariés des anciennes concessions devraient bénéficier de mesures de transfert ou de reclassement. Pour ce qui concerne l'article 2, il n'est pas plus opportun. Tout d'abord, il est satisfait par le droit existant. Le Code de l'énergie consacre en effet un service public de l'électricité et du gaz qui englobe les énergies renouvelables. Je rappelle que les énergies renouvelables sont promues par des objectifs inscrits dans la programmation pluriannuelle de l'énergie. Des dispositifs de soutien, l'obligation de rachat et le complément de rémunération représentent 180 milliards d'euros d'ici 2028. Une administration avec 2 directions centrales, une agence dédiée et des services déconcentrés. De plus, l'article est général. Son champ laisserait de côté certaines énergies renouvelables comme l'hydrogène ou décarbonées comme le nucléaire. Son niveau national marginaliserait les services publics locaux, ce qui est contraire à la politique de décentralisation et au principe de subsidiarité. Ces missions larges pourraient achopper sur la liberté de commerce et de l'industrie et le droit de la concurrence. Pour toutes ces raisons, notre commission a rejeté cette proposition de loi. Pour autant, si ce texte suggère une réponse inaboutie, il pose une question cruciale, celle des négociations sur nos concessions. Je tiens à remercier les auteurs de nous permettre aujourd'hui d'en débattre. Notre commission attend du gouvernement qu'il indique au Parlement l'état d'avancement de ses travaux. Madame la ministre, où en sont les négociations européennes ? La quasi-régie est-elle encore envisagée ? Et quand le Parlement sera-t-il saisi d'un texte ? Le gouvernement doit s'exprimer clairement et complètement, car trop de changements de pied, trop de pertes de temps sont à déplorer. Il doit offrir une réponse négociée, solide et pérenne pour régler par le haut ce différend vieux de 10 ans. L'avenir de notre souveraineté et de notre transition énergétique le commande. Plus largement, nous ne pouvons pas nous satisfaire d'une politique énergétique
naviguant à vue, car toute ambiguïté, toute insuffisance dans nos choix de production finit toujours par se payer. L'hiver venu, sur la facture d'énergie de la sécurité et la sécurité d'approvisionnement. Pour preuve, dès juin 2020, notre commission avait alerté le gouvernement sur le risque d'une flambée des prix au sortir de la crise sanitaire. Nous avions même proposé à 2 reprises un relèvement du chèque énergie en séance. En définitive, il faut plus d'anticipation, de constance et sans doute de rigueur dans les négociations sur les concessions hydroélectriques et la conduite de la politique énergétique, car une énergie peu chère et peu émissive est une condition de la relance de notre économie, mais aussi de sa décarbonation. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. La parole est maintenant à Madame la ministre, Madame Bérangère Abba, secrétaire d'État chargée de la biodiversité. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs les sénateurs. L'hydroélectricité, elle est essentielle. Elle est essentielle à la diversité de notre mix électrique. Elle l'est tout autant pour atteindre la neutralité carbone à horizon 2050. Elle a donc toute sa place dans notre stratégie en matière d'énergie renouvelable. Et mon objectif, celui du gouvernement, il est, comme vous, je crois, de faciliter son déploiement. Je remercie donc évidemment le président Gontard et le groupe écologiste Solidarité et Territoires de nous donner cette occasion d'en débattre et d'en rappeler les grands enjeux. Avec d'abord l'hydroélectricité qui est une vraie fierté nationale, c'est 20% de notre puissance électrique installée pour environ 12% de notre production électrique. Et parce que nous avons fait ce pari de l'hydroélectricité il y a déjà plus d'un siècle, nous disposons aujourd'hui du 2e parc hydroélectrique d'Europe après la Norvège. La France, elle est à la pointe dans ce domaine. Vous le savez, notre savoir-faire, il est mondialement reconnu. Et cette hydroélectricité, qui est une énergie renouvelable, elle répond aujourd'hui à nos grands défis puisqu'elle se base sur les forces de la nature tout en diminuant la part des énergies fossiles de notre consommation. Nous avons donc là tous les ingrédients et le gouvernement est vraiment très attaché, je le redis, à la défense de l'hydroélectricité en réduisant évidemment ses impacts sur l'environnement pour restaurer des équilibres entre enjeux énergétiques et enjeux environnementaux, là où de besoin. Et pour cela, nous avons renforcé la réglementation en garantissant par exemple un débit minimum des cours d'eau ou en dédiant des moyens sans précédent au rétablissement des continuités écologiques. Et j'ai pu moi-même le constater en déplacement vendredi dernier dans le Bas-Rhin avec un programme très important que vous connaissez, celui de la restauration de la continuité écologique du Rhin, qui est mis en œuvre donc par EDF grâce à des crédits France Relance de 80 millions d'euros qui vont nous permettre de lever les derniers obstacles au bon fonctionnement du fleuve. La réglementation, elle évolue donc également pour prévenir les éventuels risques qui sont liés à ces installations, tant pour le cadre de vie des riverains que pour l'environnement. Et donc, on le voit, malgré son ancienneté, l'hydroélectricité vit avec son temps. Elle est aussi une énergie largement pilotable et régulière. C'est également un enjeu essentiel à notre souveraineté énergétique et dans cette flexibilité à notre système électrique. Avec donc sur cette hydroélectricité un enjeu également essentiel sur le développement économique local. Vous l'avez dit, cette filière, elle emploie directement plus de 12 000 personnes et génère environ 15 000 emplois indirects. Et donc nous avons cette nécessité à maintenir sur ces territoires cette activité qui est essentielle. Et puis, vous l'avez dit, elle nous ramène à l'eau, ce bien commun. Et dans ces enjeux de gestion croissants, nous devons sans cesse réaffirmer que l'avenir des installations hydroélectriques doit être dans le domaine public, comme c'est le cas aujourd'hui. Parce que oui, nous en sommes convaincus, la production électrique hydraulique présente des enjeux particuliers, suffisamment particuliers pour qu'ils nécessitent d'être correctement encadrés et pas laissés à la seule main du marché. Avec, concernant certaines concessions hydroélectriques échues, actuellement une situation dont nous ne nous satisfaisons pas plus que vous. Je vous rejoins sur cette difficulté à laquelle nous faisons face, cette absence de visibilité qui est liée au risque de contentieux européen et qui met vraiment en fragilité, qui menace même des investissements nécessaires à la pérennité, à la modernisation de notre parc hydroélectrique.
avec dans ce contexte un objectif qui est simple, celui de garantir l'avenir et la bonne gouvernance des concessions hydroélectriques tout en permettant leur développement, évidemment dans le respect du droit européen. Et je crois que nous partageons pleinement, tous ici ce matin, cet objectif primordial. Et dans cet objectif partagé, il nous reste à définir le chemin et les modalités. Alors c'est l'objet de votre proposition de loi, messieurs les sénateurs, mesdames, messieurs, avec un premier article qui se propose d'appliquer à l'ensemble des concessions hydroélectriques le dispositif de la quasi-régie. C'est une option qui a été envisagée, vous l'avez redit d'ailleurs, pour les concessions EDF dans le cadre de sa réorganisation. Pour autant, ce dispositif de quasi-régie n'a pas vocation à s'appliquer à toutes les installations de production hydroélectrique françaises. On pense notamment, par exemple, à celle de la Compagnie nationale du Rhône. Et par ailleurs, nous en sommes tout à fait convaincus, le régime actuel d'autorisation et de concession est très satisfaisant au regard des objectifs visés dans la présente loi. Vous le savez, aujourd'hui, aucune concession hydroélectrique n'est en réalité exploitée par une entreprise qui soit 100% française et publique. Cela n'empêche pas un encadrement strict par l'État des conditions environnementales et du partage de la ressource en eau. Il est évidemment très, très encadré. Et en France, nul ne peut disposer des énergies des marais, des lacs ou des cours d'eau sans une autorisation. Pour les petites installations de moins de 4,5 MW ou une concession pour les installations plus conséquentes. Ce régime des concessions, il nous permet de maintenir ces installations hydroélectriques dans le domaine public tout en confiant l'exploitation à des tiers. Et dans ce régime de la concession, l'État reste bien propriétaire des installations. Le ministère de la Transition écologique peut lui-même décider d'un certain nombre de conditions dans ce cadre, notamment en matière d'entretien et d'investissement qui vont s'appliquer à l'entreprise qui exploite ces installations. Et donc, mesdames, messieurs, vous le voyez, notre régime actuel, il permet, je crois, d'atteindre les objectifs que vous fixez dans cette proposition de loi. À l'article 2 de cette même proposition, vous prévoyez la création d'un service public des énergies renouvelables. Et à nouveau, si j'entends tout à fait la nécessité de redire l'importance d'un pilotage et d'une planification publique, le déploiement des énergies renouvelables ne me semble pas induire de prévoir pour cela la création d'un nouveau service public. Nous avons le Code de l'énergie, les services publics existants de l'électricité et du gaz qui englobent déjà naturellement les énergies renouvelables et donc de fait l'hydroélectricité, et qu'il s'agisse de la planification ou de la coordination du déploiement des ENR sur l'ensemble du territoire, l'organisation des filières industrielles ou de l'accompagnement des porteurs de projets, tous ces aspects, ils sont déjà travaillés par nos services et par les opérateurs de l'État et du ministère de la Transition écologique. On pense évidemment à l'ADEME qui est pleinement mobilisée sur ces questions. Et puis cette planification, elle est également assurée sur le plan normatif par les objectifs ambitieux que nous avons fixés dans le Code de l'énergie, dans la programmation pluriannuelle de l'énergie ou encore dans la stratégie nationale bas carbone. Et puis la France continuera, et je vous le redis très fortement, à défendre les regroupements de concessions qui sont indispensables à la cohérence des vallées auprès de la Commission européenne. Vous pouvez donc vraiment en être absolument convaincu. Le gouvernement partage pleinement votre volonté de protéger l'hydroélectricité, une énergie, on le redit, renouvelable, efficace et régulière. Sur les moyens, je pense que nous pouvons faire les choses autrement, en conservant le cadre juridique des concessions de l'État et en adoptant une organisation qui soit spécifique aux installations d'EDF. Nous n'avons pas pu aboutir, et vous le savez, dans le calendrier initialement prévu pour la réorganisation de l'entreprise, mais l'objectif du gouvernement reste bien de permettre à EDF de conserver la gestion de ses concessions sans mise en concurrence. Et pour cela, le recours à une quasi-régie sur les installations hydroélectriques est bien toujours notre option de référence. Je le redis, je l'affirme. Notre objectif, il est de parvenir à un accord sur ce point avec la Commission européenne pour présenter ensuite au Parlement une réforme d'ensemble des activités d'EDF. Et en l'état, dans le calendrier qui est le nôtre, et pour l'ensemble des raisons que je viens d'émettre, j'émettrai un avis défavorable sur cette proposition de loi. Je vous remercie. Bien, merci Madame la Ministre. Nous allons entamer la discussion générale. Je vais tout de suite passer la parole à Yves Boulou pour le groupe des Républicains. Nous interromprons la discussion générale à 13h pour la reprendre après la coupure. Mais nous allons démarrer, puisqu'il nous reste un quart d'heure, la discussion générale. Donc la parole à Yves Boulou. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues,
L'hydroélectricité est la deuxième source de production électrique derrière le nucléaire. C'est la première source d'électricité renouvelable en France et le groupe écologiste Solidarité Territoire a travaillé cette énergie renouvelable particulièrement intéressante. La présente proposition de loi comporte 2 volets. Le premier ambitionne de maintenir les concessions hydrauliques dans le domaine public. En l'état actuel du droit, les installations de plus de 4,5 MW sont exploitées sous le régime de la concession. Les auteurs souhaitent modifier le code de l'énergie afin qu'elle soit désormais sous un régime de quasi-régie. La France compte près de 400 concessions hydrauliques qui représentent plus de 90% du total de la puissance hydroélectrique installée. 300 sont exploitées par EDF et les 100 restantes par des concurrents. Il s'agit donc de mettre un terme à ces concessions, puis d'en assurer directement la gestion en s'affranchissant de toute procédure de mise en concurrence. Mais une telle modification n'est ni réaliste ni appropriée. Le texte vise l'ensemble des concessions et va donc plus loin que le projet Hercule qui ne visait que celle d'EDF. Le texte ne prévoit pas les conditions de résiliation de ces concessions, ni n'organise de période de transition pour mettre en place ces quasi-régies. Quant au financement, rien n'est précisé. Le renouvellement des concessions est l'objet d'un contentieux avec la Commission européenne et il est important de trouver une solution pérenne sur la base d'un accord négocié avec Bruxelles après concertation de l'ensemble des parties prenantes. Le second volet du texte prévoit l'organisation d'un service public des énergies renouvelables. Ici encore, la rédaction de l'article pose des difficultés. Les enjeux sont majeurs, mais les solutions proposées inadaptées. Au sein de la Commission des affaires économiques, nous avons initié des travaux sur les réformes du marché de l'électricité et venons d'engager un cycle d'auditions sur notre souveraineté énergétique que nous pensons plus effectif. Cependant, je salue nos collègues écologistes pour avoir travaillé sur ce sujet complexe et crucial. Mes chers collègues, le groupe Les Républicains ne votera pas ce texte. Je vous remercie. Bien, merci, chers collègues. La parole est maintenant à Daniel Salmon pour le groupe Écologie Solidarité et Territoires. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, cette proposition de loi du groupe Écologie Solidarité et Territoires vise à maintenir les barrages hydroélectriques dans le domaine public et à créer un service public des énergies renouvelables. Elle propose une réponse concrète au problème majeur qu'est l'ouverture de la concurrence à la concurrence des concessions des grands barrages. Cette ouverture est imposée par des directives européennes de libéralisation du marché de l'électricité. Nous sommes nombreux à être pleinement conscients que cette mise en concurrence des 150 concessions arrivant à terme est extrêmement problématique. Nous devons trouver une solution, les enjeux étant majeurs, tant en termes de souveraineté industrielle que de transition énergétique. Par son caractère pilotable, l'hydroélectricité est une composante essentielle du mix énergétique. Ce rôle des retenues d'eau est renforcé par des nouvelles technologies comme les stations de pompage, les STEP. Mais le rôle de nos grands barrages ne se limite pas à la production électrique. Depuis des décennies, ils structurent nombre de vallées. L'eau est un précieux bien commun dont les utilisations sont multiples. La France va connaître dans les années à venir de plus en plus de périodes de pénurie d'eau. Et cette diminution de la ressource vient heurter des besoins cruciaux, irrigation, eau potable ou encore refroidissement des centrales nucléaires. Pour toutes ces raisons, il nous paraît indispensable que la puissance publique conserve la maîtrise des retenues d'eau.
Son utilisation pour produire de l'électricité ou pour tout autre usage doit répondre à des besoins d'intérêt général et pas aux besoins de rentabilité d'un électricien privé. Rappelons d'ailleurs que la situation actuelle, avec des concessions réparties entre 3 entités, n'est pas toujours optimale, notamment quand les barrages en amont et en aval d'une même vallée sont gérés par des compagnies différentes. L'examen en commission a heureusement confirmé que nous étions toutes et tous d'accord pour dire que les barrages de plus de 4,5 MW doivent rester dans le giron public. La Commission européenne est très claire. La régie ou quasi-régie est la seule solution euro-compatible pour débarrasser les barrages de cette épée de Damoclès qu'est cette ouverture à la concurrence. Aucune autre solution n'a été mise sur la table. Vous comprendrez donc notre étonnement sur votre opposition nette, Madame la Ministre, à cette disposition qui ne diffère pas tellement de ce que vous proposiez dans le cadre de la création d'EDF Azur. Aussi, nous vous demandons de bien vouloir détailler votre plan B et nous expliquer comment vous comptez tenir votre promesse de conserver les barrages dans le giron public. J'en profite pour évoquer la question du financement. Nous considérons que le coût de l'opération est assez faible, puisqu'il s'agit essentiellement de réintégrer les salariés des infrastructures dans une structure publique. Et à terme, le gain pour les finances publiques ne fait pas de doute. Mais comme notre solution se rapproche de celle du gouvernement, solution qui aura été nécessairement expertisée, je demande à Madame la Ministre de bien vouloir éclairer la représentation nationale sur ce point. Au regard des enjeux écologiques, de souveraineté et de sécurité, je m'étonne des positions défendues par nos collègues. Pardonnez-moi la formule, mais plutôt que de pinailler sur des arguties juridiques, si notre solution ne nous convient pas, on était en droit d'attendre de vraies propositions de la part de l'ensemble des groupes politiques, tout au moins de notre rapporteur. Quant à l'article 2, qui vise à créer un service public des énergies renouvelables, il veut répondre à l'absence totale de politique publique efficace qui favoriserait un développement harmonieux des ENR, absence dont notre pays pâtit depuis trop longtemps. Un grand acteur public qui aura pour mission d'organiser la transition énergétique, d'atteindre nos objectifs de déploiement des énergies renouvelables, d'assurer la souveraineté énergétique du pays, de coordonner et de réguler les initiatives privées aujourd'hui contestées. À cet égard, l'exemple de la méthanisation est criant. Son développement est aujourd'hui remis en cause dans certains territoires. Des interrogations et de vives inquiétudes se font jour. Elles sont légitimes. Mais elles sont d'autant plus fortes que l'État n'a pas joué son rôle de régulation, d'accompagnement et de planification territoriale. Il en est de même de l'ensemble des énergies renouvelables qui se développent au gré des incitations sans véritable planification. En conclusion, nous vous appelons bien évidemment à voter pour ce texte qui propose, à ma connaissance, la seule disposition crédible et efficace pour sauver nos barrages et qui défend une régulation publique de la transition énergétique pour un pilotage harmonieux des ENR dans nos territoires. Tout ceci est indispensable pour la réussite de la transition. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Fabien Gay pour le groupe communiste républicain citoyen écologiste. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, protéger les barrages hydrauliques d'une mise en concurrence, empêcher que certains grands groupes étrangers ou nationaux comme Total ne mettent la main sur la houille blanche n'est plus une option, c'est un impératif. Ce n'est pas un hasard si un large consensus existe dans la population comme chez les élus contre une libéralisation dangereuse et irrationnelle de ce secteur stratégique qu'est l'énergie. Nous le savons tous, l'hydroélectricité, grâce à ses capacités de stockage et de réactivité en pointe, est la clé de voûte de notre système de production électrique. Elle est indispensable en termes de gestion de l'eau, de sécurité des centrales nucléaires, des populations et de nos territoires. Surtout, elle est produite à un prix stable et accessible, une garantie que le marché ne supporte pas, particulièrement lorsqu'il est construit de manière artificielle et perfusée par des politiques aveugles à l'intérêt général. Ne nous y trompons pas, ce n'est pas par hasard ou par dogmatisme que cette source d'énergie renouvelable a bénéficié depuis 1919 d'un régime juridique protecteur qui devait concilier des enjeux d'essor industriel,
de préservation de l'environnement et de préservation de la ressource en eau et de ses usages. Et ce n'est pas non plus par hasard que le système électrique français mis en place en 1946 a consacré une gestion publique de l'énergie autour d'un monopole public intégré, garant d'un service public national, EDF. Le choix de la nationalisation de la force hydraulique de tous les cours d'eau et le principe d'un interventionnisme fort s'expliquent par la spécificité de l'hydroélectricité. Or, depuis la perte du statut d'établissement public d'EDF en 2004, la Commission européenne fait pression sur la France afin d'obtenir, dans le cadre du renouvellement des concessions, l'ouverture à la concurrence de nos installations hydroélectriques. Ces pressions entraînent un blocage dommageable à l'investissement et à la sûreté des barrages. Je vous rejoins sur ce point-là, Madame la Ministre. Mais mes chers collègues, peut-on vraiment laisser les clés de la gestion de la ressource en eau à des opérateurs privés sans compétence en la matière et avec pour seul horizon le profit court-termiste ? Alors que le défi du partage de l'eau est un enjeu pivot face au bouleversement climatique et à nos capacités de stockage limitées, la réponse est sans appel, c'est non. La question soulevée par nos collègues écologistes est donc fondamentale. Comment soustraire les installations hydroélectriques au jeu moribond de la concurrence ? La réponse qu'ils apportent ici serait de placer les installations de plus de 4,5 MWh sous le régime de la quasi-régie dans l'optique de sauver les barrages en tant que service public dans sa dimension matérielle. Nous saluons l'intention, mais cette réponse ne nous convainc pas et je vais m'en expliquer. D'une part, sur le principe et sur un plan très profondément politique, au sens noble du terme, la quasi-régie est un régime dérogatoire au droit de la concurrence, donc en réalité, une reconnaissance de ce régime qui a pourtant démontré sans cesse qu'il ne fonctionne pas en aucun cas pour le secteur de l'énergie. Ensuite, sur un volet très concret, cette proposition implique la mise en place d'un mécanisme très proche de l'Arenh, que nous combattons, où l'opérateur en charge des installations serait dans l'obligation de revendre une partie de sa production hydraulique aux fournisseurs alternatifs. Mais surtout, la proposition de loi est muette sur cet opérateur qui aurait la charge de ces installations. Le risque est grand de voir l'activité hydraulique d'EDF filialisée, puis rachetée par l'État et ou transformée en établissement public. Or, il faut garder en mémoire que cette filialisation-séparation au sein d'EDF Azur, détenue en tout ou partie par EDF Bleu, était déjà une proposition du projet Hercule Grand EDF que nous combattons avec force et nous continuerons à le faire, avec l'objectif que cette dernière se trouve dans une relation de quasi-régie avec l'État. Certes, cela reviendrait à sortir la grande hydroélectricité du modèle de concession, mais cela revient surtout à l'isoler complètement des autres activités, en particulier du nucléaire. On reste donc complètement dans une logique de désintégration d'EDF, alors que le mix énergétique doit se concevoir dans une perspective d'une entreprise intégrée. Une solution pérenne pour l'hydroélectricité doit s'inscrire dans un projet global qui ne peut faire l'impasse sur l'organisation et le futur d'EDF, de la régulation du nucléaire, de la réforme de l'Arenh et de la pérennité des tarifs réglementés. D'autres questions demeurent en suspens. Quid des concessions hydroélectriques attribuées à la Compagnie nationale du Rhône ou à la Société Hydroélectricité du Midi ? Qu'adviendra-t-il des personnels de ces deux entreprises ? Pour finir, nous défendons au contraire un groupe intégré, incluant la production, le transport et la distribution d'énergie, qui répondra aux besoins et aux spécificités de notre énergétique, de nos besoins énergétiques, et donc une nécessaire renationalisation d'EDF avec un monopole public et un groupe intégré. Je vous remercie. Je suis tout seul, mais voici nos propositions. Merci, chers collègues. Mais, chers collègues, avant de suspendre la séance, et nous reprendrons la discussion générale tout à l'heure, je veux faire un petit rappel au règlement. Je vous rappelle que le port de la cravate pour les hommes est obligatoire dans l'hémicycle. Cette règle a été réaffirmée solennellement par la Conférence des présidents lors de sa réunion du 29 juin 2017, à l'initiative du président du groupe socialiste de l'époque. Je tenais, au nom du président du Sénat, à rappeler cette règle qui constitue une marque de respect à l'égard de notre Assemblée. L'un de nos collègues a choisi tout à l'heure de s'en dispenser.
Je le lui ai fait observer par l'intermédiaire des huissiers. L'incident est clos, mais il ne devra pas y en avoir de nouveau. En tout cas, nous le souhaitons. Je vous remercie et je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 14h30 pour la suite de l'examen de cette proposition de loi. La séance est suspendue.